La saison du Sagittaire 2021. Bonjour Caroline, bonjour Sophia. Salut. Bonjour. Alors le Soleil traversera le Sagittaire du lundi 22 novembre au mardi 21 décembre. Voilà, avant le solstice d'hiver, c'est le dernier signe d'automne. Et j'ai envie de commencer peut-être par introduire ce Sagittaire et vous parler, je crois, de sa générosité. Je trouve que le Sagittaire et pour avoir pas mal de Sagittaires autour de moi, il y a quelque chose avec la générosité, avec l'abondance naturelle, avec le sens de la convivialité, même si ça peut être une générosité comment dire, un peu bourgeoise parfois, mais il y a quelque chose, je trouve, de ça, et on l'oublie peut-être parfois. Ça va aussi avec toute la période que l'on traverse durant cette saison du Sagittaire, qui sont la préparation des fêtes de fin d'année, les marchés de Noël, les décorations lumineuses qui éclairent les nuits les plus sombres. C'est là qu'on fait notre calendrier de l'Avent où on mange nos chocolats, que l'on achète les cadeaux, qu'on prépare la dinde au marron chaud pour Noël et les dîners en famille, même si ce n'est pas encore la Noël tout à fait. Voilà, je crois que c'est quand même une période où on mange beaucoup, où on boit trop. Ça fait penser un peu je trouve, aux centaures qui se saoulent Ouais. les barriques de vin et Hercule. Et quand on boit trop, on parle trop aussi. Ça me fait penser à l'oncle bourré qui dit pas, qui dit ce qu'il faut pas dire. Vous savez, ce serait un petit peu Jupiter, quoi. Et parmi les sujets à éviter, la politique et la religion, deux sujets très jupitériens, où finalement les croyances et les idéologies sont si fortes que c'est le terrain idéal pour tous les débats et les névroses familiales. On pourrait peut-être même ajouter la crise sanitaire et le Covid, tiens, troisième sujet à toutes les polémiques. Voilà, donc je crois que le Sagittaire est dans cette générosité, cette abondance et cet excès parfois. Voilà. Hmm, merci. Ouais, moi c'est marrant, le Sagittaire, il m'évoque toujours l'étoile du Nord. Tu sais, comme si la flèche du Sagittaire nous rappelait toujours qu'on devait tendre vers quelque chose. Mm. Vers quelque chose qui nous rappelle notre Nord, et que finalement, le Sagittaire, au travers de ses croyances, de ses idéaux, ce qu'il cherche à organiser, mais c'est vers quoi tend ma vie, en fait. Quelle est cette expansion, et en effet, des fois, dans son enthousiasme peut-être de s'élever vers quelque chose, moi je trouve toujours qu'il oublie le principe de réalité, il oublie Saturne. Il oublie parfois, j'ai toujours l'image du Sagittaire qui va avec la flèche, puis quand il doit atterrir sur Terre, c'est jamais un atterrissage doux, quoi. C'est un crash, euh, voilà. Mais, mais moi, ça m'a toujours fait penser à ça. Et en effet, il y a aussi un film très français, là, comment ça s'appelle, Les Petits Mouchoirs, je crois. Je ne sais Oui. pas pourquoi, où on voit, allez, en plus, c'est dans comme tu dis, c'est ce confort un peu bourgeois du Cap Ferret, je crois. Puis on invite tous nos amis, et puis, parce que c'est pas seulement que la famille, il y a aussi ce côté avec les amis. Puis on voit bien, ils osent pas dire les choses. On veut pas parler de l'ami qui est malade, qui est dans le coma, mais on boit. Puis il y a toujours cette figure un peu du patriarche en plus qui ouvre sa maison. Oui, moi Et ça me puis fait à la aussi, c'est vrai. fin, À la fin, tout retombe un peu. Ils sont pris. D'ailleurs, je sais pas s'il a pas été, il n'est pas sorti quand Saturne était en Sagittaire. Non, je sais pas. Je sais pas. Mm. ouais. Et ben le Sagittaire, en fait, il me fait penser que quelque part, c'est un peu de tout ce que vous avez dit, parce qu'il y a cette idée de le Sagittaire, il arrive après le Scorpion. Il y a eu ce grand nettoyage, cette grande purge en Scorpion, Mm. et donc arrive peut-être le moment de remplir un peu le vide pour continuer à Mm. transcender la mort et la fatalité quelque part. Et cette flèche, ce symbole du Sagittaire, devient donc d'une certaine manière sa ligne directrice, toujours vers le haut, toujours de l'avant, toujours plus grand. L'éternel optimisme, je dirais un éternel optimisme de surface un peu du Sagittaire, mais qui cache en réalité, je pense, une grande souffrance. Et une grande souffrance qui est certainement liée aussi à celle que peut-être de se rendre compte que l'homme n'est pas Dieu. Et c'est Liz Green d'ailleurs qui disait que
il y avait quelque part dans le Sagittaire des restes du Scorpion dans l'archétype du Centaure, parce qu'il y a cette part animale de l'humain qui ne peut pas totalement se libérer de cette appartenance à l'immanence quelque part. Donc pour moi, le Sagittaire me fait toujours penser que derrière autant de joie, autant d'optimisme, se cache forcément une blessure un peu plus profonde. Alors, nous allons aujourd'hui parler du sens avec ce thème retrouver le sens. C'est le thème que nous avons choisi pour cet épisode. Mais avant cela, nous allons faire notre alchimie du ciel habituelle des aspects de cette saison du Sagittaire 2021. Et je vais commencer avec l'entrée en fait, du Soleil en Sagittaire qui sera suivie quelques jours plus tard de Mercure. Le Soleil entre le 22 et Mercure le 25, la même semaine, en Sagittaire, et ils vont tous les deux rencontrer le Nœud-Sud. Et donc, je trouve que c'est un moment important qui vient préparer la nouvelle lune, une nouvelle lune avec une éclipse. On est encore, enfin, on est au beau milieu de la saison des éclipses, en fait, à mi-chemin entre la pleine lune et la nouvelle lune suivante. Et c'est un peu les derniers remous de cet axe Sagittaire Gémeaux, puisque les nœuds ont transité pendant 18 mois dans cet axe Sagittaire Gémeaux. Et que voilà, ils s'apprêtent en début d'année prochaine à franchir les signes du Scorpion et du Taureau. Le Sagittaire, c'est vraiment, ça peut être associé par analogie à notre système de croyances, aux idées que nous défendons, aux idéologies auxquelles nous adhérons. Et peut-être qu'avec le nœud sud qui a transité pendant 18 mois ce signe, certaines idéologies périmées ou manières de penser ont été réveillées pour qu'on puisse s'en détacher, justement. Comme si finalement l'inconscient collectif s'exprimait aussi à travers ce nœud sud pour qu'on puisse aller vers davantage de Gémeaux, de flexibilité intellectuelle, de curiosité, comment dire, la pensée, de réinventer le langage, la pluralité des points de vue plutôt qu'une vision unique du monde, de questionner la vérité plutôt que de l'asséner. Et le Sud, ça représente quelque chose qui va être émotionnel, que ça nous relie à notre passé, à notre histoire, ou que ce soit tout simplement voilà, ce qui porte émotionnellement l'inconscient peut-être d'une société. Et donc, je crois que le soleil qui vient transiter le nœud sud vient mettre peut-être de la lumière, de la conscience sur l'emprise émotionnelle de ce passé qui façonne nos croyances, de nos attachements à des systèmes de pensée qui ne servent plus forcément l'évolution de notre conscience. Et ça nous et comme ce que tu disais, Sophia, ça nous confronte au vide, au manque qui va être créé par cette disparition-là. Voilà. Et donc, Mercure vient faire sa conjonction avec le Soleil. Ce sera le week-end des 28 et 29 novembre à 7 degrés, 6-7 degrés du Sagittaire. Et c'est alors une conjonction Soleil-Mercure, c'est toujours la mise en mouvement d'une nouvelle conscience, de quelque chose qui vient de l'intérieur et qui va être mis en mouvement. La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, souvenez-vous, c'était pendant la rétrogradation de Mercure dans le signe de la Balance. Et donc, ce qui a été mis à jour à cette période-là, il y a un mois et demi, vient éclore en quelque sorte en Sagittaire dans cette mise en mouvement de cette nouvelle conscience. Et en même temps, comme c'est à l'endroit du nœud sud, ça peut vraiment réveiller justement ce qui doit être lâché, surtout qu'on est en pleine éclipse. Donc voilà. Ça peut être aussi la façon dont on va dire, le pouvoir politique, le soleil, diffuse une vérité, joue
avec Mercure qui est un magicien, qui est un trickster et qui joue et qui trompe à des fins idéologiques. Mais peut-être que justement, le Soleil permet de mettre une conscience aussi sur ces mécanismes-là. C'est ce qui m'est venu en tout cas en réfléchissant à ces aspects, surtout que la planète du Sagittaire, Jupiter, est dans le signe du Verseau, est en carré au nœud. Donc il y a là comment dire, quelque chose dans notre système de croyances, dans les idéologies qui nous portent, qui vient être questionné pour que cela puisse euh, pour que cela soit transformé, pour qu'en quelque sorte Jupiter joue son rôle pleinement de celui qui vient dilater et permettre à ce qu'un nouveau sens émerge de l'intérieur et non plus une emprise voilà, une façon de voir la société qui serait périmée. C'est ça en tout cas que j'ai en tête. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette conjonction Soleil-Mercure, elle est accompagnée par Vesta. Il y a une triple conjonction avec Vesta. Alors peut-être, Caro, que ça t'inspirera quelque chose. Et moi, je me suis dit que Vesta, c'était vraiment la flamme, le centre, les braises ardentes comment dire, du Sagittaire. Et comme si cette mise en mouvement de la conscience venait de quelque chose d'intérieur. Et ça peut même être au moment où il passe sur le dessus quelque chose de l'ordre d'une sublimation euh, qui nous est proposée. Voilà. La nouvelle lune éclipsée se fera donc le samedi 4 décembre à 12 degrés du Sagittaire, mettant en jeu ces mêmes planètes au sextile de Saturne en Verseau et au trigone de Chiron qui est stationnaire. Et c'est intéressant parce que les moments où Chiron est stationnaire, c'est des moments où peut-être la blessure peut être ressentie avec plus de force et d'impact. La blessure est bien sûr le remède, mais il y a quelque chose qui permet une évolution, un saut en quelque sorte de conscience et de passer d'une conscience à l'autre. Et d'ailleurs, c'est aussi, j'ai vu, donc je suis très inspiré par les astéroïdes, c'est aussi au carré de Pallas Athéna. Et si, si Caroline en parlait, je pense qu'elle dirait que c'est descendre de la tête au cœur, parce que cette Pallas Athéna est en poisson. Donc j'ai vraiment pour moi, l'idée vraiment de cette première partie de saison du Sagittaire, c'est comment est-ce qu'on peut descendre dans le cœur et voir quelle conscience, quelle flamme nous alimente et quelle conscience nouvelle est mise en mouvement après au beau milieu de cette saison d'éclipse qui fait un grand nettoyage dans cet axe-là. Voilà. Et puis, si c'est pas en nous, c'est peut-être aussi à l'extérieur. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à ce qui vient à travers l'extérieur. Notre thème astral ne parle pas que de nous, ça parle aussi de notre environnement, ça parle de l'extérieur, et je me rends compte de plus en plus. Et donc, voir si c'est pas en soi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, au niveau politique, au niveau idéologique, au niveau collectif. Est-ce qu'il n'y a pas un personnage politique qui incarnera cette triple conjonction Soleil-Mercure de Sud ou alors le carré Mars à Jupiter qui sera actif au même moment. Ah, voilà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir ce regard aussi sur l'extérieur. Et voilà, et tout ça sera au carré de Neptune. Donc peut-être le moment de sortir de certaines illusions qui nous maintiennent dans des projections, dans quelque sorte la caverne, et qui voilent une certaine vérité, un certain sens, puisque le Sagittaire est en quête de sens. Mais tu parleras, Sophia, un peu plus de Neptune
tout à l'heure peut-être. Voilà. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, ces premiers aspects de la saison, Caroline, Sophia? Sophia, je ne sais pas. Non, mais j'aime bien ce que tu as dit. Oui, moi aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Alors ensuite, nous passons à un deuxième aspect, Caroline, la conjonction Vénus-Pluton qu'on attend avec impatience. Oui, bah, c'est une conjonction qui est en fait le début de 3 conjonctions, qui aura lieu le 11 décembre, donc à 25 degrés du Capricorne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va, bon, on le verra sans doute dans les épisodes après, mais juste pour le dire, elle va repasser aussi à 25 degrés du Capricorne le 25 décembre et ensuite le 3 mars 2022 à 27 degrés. Donc vraiment les degrés 25 et 27 degrés du Capricorne vont être assez touchés en fait par cette conjonction. Et cela s'explique en fait puisque Vénus va aussi rétrograder. Donc, moi, ça me faisait penser à quelque chose parce que, qui est aussi parce que le symbole de Pluton et Vénus dans le signe du Capricorne. Parfois, on évoque le signe du Capricorne, et c'est quelque chose, peut-être que vous pouvez m'aider, mais j'ai souvent entendu, surtout les anglo-saxons, dire c'est aussi le dark eros. C'est-à-dire que c'est l'éros noir, c'est une partie du féminin qui est plus obscure, qui serait liée plus aux forces occultes. Et finalement, Vénus, elle a aussi, et on l'oublie souvent, alors c'est vrai qu'on parle de notre désir, du plaisir, et je crois que c'est aussi, je ne sais plus où, même Luc Biget l'évoquait, mais c'est aussi tout le rapport à la magie, puisque Vénus, son symbole, c'est l'étoile à 5 branches, puisqu'en effet, tous les 8 ans, les rétrogradations de Vénus forment une étoile à 5 branches, un pentagramme. Et un pentagramme, c'est tant le signe de l'homme qu'à l'envers, c'est aussi un signe de pouvoir. On sait que des gens comme Hitler avaient aussi une très forte Vénus. Et face à Pluton, je me dis, c'est vraiment... ça peut être les deux, je trouve. Ça peut être vraiment cette ombre vénusienne en lien avec l'utilisation du pouvoir, de certaines valeurs, de certaines choses liées à l'occulte, de comment on va aussi utiliser les symboles pour attirer à soi, parce que c'est une énergie magnétique, Vénus, quelque chose. Donc ça, j'allais dire, c'est plutôt aussi au niveau collectif. Et je crois que je relisais ça, mais par exemple, même... finalement, les sociétés fascistes ont beaucoup utilisé le rituel, la mise en scène. Et il y a quelque chose comme ça aussi dans Vénus-Pluton qui peut être qu'est-ce qu'on va ritualiser, surtout dans le Capricorne, qu'est-ce qu'on va mettre en scène pour obtenir le pouvoir. Alors ça, c'est peut-être l'aspect plus obscur, j'allais dire, de cet aspect dark qui peut peut-être s'exprimer dans certaines choses, certains mouvements qui se passent au niveau du collectif, dans certains symboles, avec des menaces qui peuvent être mises aussi en place. Et par contre, au niveau peut-être plus individuel, Pluton-Vénus, ça va aller nous demander cette sorte de purification de certaines de nos valeurs. Des valeurs qui ont un héritage, qui ont un poids, parce que c'est dans le Capricorne. Donc le Capricorne, il évoque cette loi, cette loi contraignante peut-être pour, je ne sais pas, on pourrait imaginer la spontanéité vénusienne. Alors, j'ose même pas employer le mot de patriarcat, mais je crois qu'on en avait parlé ou avec Sophia dans les échanges. Il y a quelque chose aussi dans cette... dans ce changement de pouvoir, entre guillemets, mais qui va nous demander d'aller en soi, parce que la rétrogradation, ça va être en soi, donc dans nos attachements affectifs, dans nos liens à nos possessions matérielles, dans notre manière de dépenser de l'argent, dans notre manière justement de comment la valeur que l'on crée contribue à ce système qui est Capricorne. Il y a quelque chose qui va je trouve, nous interroger en profondeur. En plus, c'est des degrés, quand même, si je ne me trompe pas, qui ne sont pas loin de 2020, 2021, où il y a déjà eu les conjonctions Pluton-Saturne, Pluton-Jupiter. Enfin, on est quand même dans des degrés très proches. Et là, avec Vénus qui rentre un petit peu en scène, et quand elle va entamer sa rétrogradation, les rétrogradations de Vénus qui durent environ 40 jours, ça dépend, ça peut être 40 jours. Donc, la rétrogradation en plus de Vénus aura lieu le 19 décembre 2021, donc vraiment à la fin du Sagittaire. Elle va faire écho, elle peut faire écho
à 2 rétrogradations, c'est-à-dire la précédente qui était dans le signe du Gémeaux le 13 mai 2020 jusqu'au 25 juin 2020. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a rétrogradé pas très loin de ça il y a 8 ans. Et il y a 8 ans, c'était donc à 28 degrés du Capricorne. On voit là que c'est à 25. Et c'est marrant parce que c'était les mêmes dates. C'était 21 décembre 2013, 31 janvier 2014. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir à ce moment-là, surtout il y a 8 ans, quelles étaient nos dynamiques affectives, nos dynamiques relationnelles, notre système de valeurs, qu'est-ce qu'on choisissait dans certains choix, ou même peut-être comment on s'engageait dans notre impact dans le monde par rapport à ces thématiques-là, puisque l'occasion d'une rétrogradation, c'est toujours l'occasion d'une révision, quelque part, de ces valeurs-là. Et le fait qu'il y ait Pluton, en plus, il peut y avoir, je trouve, une charge où on est obligé de descendre, comme... ça avait été marrant, une des premières, mais il y a très longtemps, justement, je crois que c'était en 2013, c'est fou. En 2013, moi, j'avais écouté un audio sur le fait que la rétrogradation de Vénus et le poème d'Inanna étaient très liés. C'est-à-dire que quand on regarde le poème d'Inanna, donc le poème d'Inanna, c'est écrit sur ces tablettes cuniformes. Inanna, elle doit descendre dans l'inframonde pour aller voir sa sœur, enfin sa demi-sœur ou sœur Ereshkigal. Et en fait, elle descend pendant 40 jours. Elle est laissée pour morte environ 3 jours. Et en fait, ça décrit exactement le cycle astronomique de Vénus. Et moi, je me rappelle que c'était... mais ça veut dire que les anciennes prêtresses connaissaient l'astronomie et qu'il y avait un lien entre astrologie. Et je trouve qu'actuellement, où on parle de tout ce retour de l'occulte en lien avec l'astrologie, il y a et le féminin, il y a quelque chose qui était là depuis très longtemps. Donc, je trouve que c'est aussi symboliquement intéressant ou peut-être une envie aussi, parce que quelque chose, je trouvais un clin d'œil, c'est que la première conjonction Pluton-Uranus, on parlait des astéroïdes avec Thomas, est liée à l'astéroïde Urania. Donc Urania, c'était la muse, c'est une des 9 muses d'Apollon, c'est la muse de l'astronomie, mais finalement qui est liée à l'astrologie, puisqu'avant, l'astronomie et l'astrologie n'étaient pas séparées. Je ne sais plus jusqu'à... D'ailleurs, je crois que c'était au XVe siècle, où dans l'université, ils étaient enseignés ensemble. Mais je me disais, c'est intéressant, est-ce que ce retour du féminin dont on parle, est-ce que ce retour du féminin aussi par le patriarcat ne passe pas aussi par cette reconnexion au cycle? Donc, il y a le lien avec l'astrologie, il y a le lien avec les planètes, il y a le lien avec le cosmos. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Mais Pluton, il nous demande de passer à la machine à laver. Dans le sens où on est obligé d'aller enlever là où l'archétype s'est aussi dégradé parce qu'il a été commercialisé, et de revenir à des... Pardon, c'est mon Uranus là et mon ascendant Verseau et mon taureau qui défend les valeurs traditionnelles de l'astrologie et les bases. Mais je pense que c'est important. Ah oui. On est dans le Sagittaire, donc j'ai le droit de m'emballer un peu dans les idéaux. Mais... ouais. Et puis à quel moment, est-ce qu'aussi par un peu comme ce que tu le disais, mais par une mauvaise pratique, est-ce qu'on devient en fait, est-ce qu'on se met en fait en emprise de quelque chose? Est-ce qu'on ne fait pas de la magie? Est-ce que justement on n'inverse pas le symbole de Vénus? Et après, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Vénus, qui est aussi le symbole de l'humain, c'est le symbole d'une humanisation, d'un retour au cœur, d'un retour à l'art, d'un retour à la symbolisation. Est-ce que ce n'est pas aussi des valeurs qu'on a envie de voir remonter à la surface pour faire un contrepoids avec les valeurs dominantes actuelles qui parfois sont coupées de tout ça? Mais on doit passer par voir aussi je sais pas, cette ombre de Vénus qui peut être comment on peut manipuler parce qu'on désire, ou tout simplement des fois des choses qu'on parle entre nous par rapport aux tarifs où on va faire certaines choses. Est-ce que utiliser ces symboles, utiliser cette connaissance, des fois il y aurait un endroit, alors peut-être le Verseau, je me dis ça devrait être accessible à tous. On est obligé de monétiser parce qu'on est dans un système marchand et quelque part on a envie, mais juste quel prix on met sur cette connaissance, qui est une connaissance finalement universelle, qui est une connaissance qui devrait être libre. Il y a peut-être aussi toutes ces thématiques qui vont émerger, puisque de plus en plus les gens vendent des cours, vendent des formations, donc mettre un prix sur une connaissance qui finalement, les sciences initiatiques, l'astrologie, la numérologie, la kabbale, c'est des choses... il n'y aurait même plus de droit d'auteur dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui.
Souvent, c'est des savoirs qui ont toujours été réservés aux initiés. Ce sont Oui. des savoirs qui ont souvent été cryptés dans la façon dont ils ont été transmis. Mm. Et on est quand même dans ce signe du Capricorne, qui est quand même ce signe plutôt ce qui va être de société secrète, Ouais. ce qui est comme à l'abri des regards. Donc voilà, donc il y a peut-être aussi Oui, c'est la. Ouais. cette Mais c'est confrontation intéressant ce que tu. Ouais. Ouais. entre ce Non, mais réveil ça me fait verso. penser que Pluton, ouais. Moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça fait penser à Pluton et le Ouais. secret, et qu'est-ce qui peut être révélé, mis au grand jour et institutionnalisé en Capricorne, ou qu'est-ce qui va nous... Mais finalement, le travail va se faire individuellement. C'est que... Oui, mais mais aller chercher le symbole, enfin, comme disaient comment c'était protégé aussi, c'est que si tu sais pas maîtriser le symbole, tu te fais brûler. Enfin, oui. tu te fais Et démembrer. le Comme... problème aussi, c'est si le pouvoir que le symbole donne est récupéré par des forces qui n'ont pas la conscience nécessaire ou qui ont une emprise politique, une emprise de pouvoir. Donc, il y a aussi le risque que l'on livre cette connaissance comment dire, à des personnes qui n'aient pas la conscience nécessaire pour le réceptionner. Oui, mais est-ce que les Oui, personnes, mais justement, de recevoir la connaissance vont pas se faire imploser? Est-ce que quand tu veux, c'est un peu ce qu'on voit dans certains mythes, ou ça me fait penser aussi au mythe de Faust, enfin, quand tu veux avoir accès tellement à la connaissance comme ça, moi j'ai toujours l'impression qu'il y a un retour. Mm. Mais de toute façon, depuis que Pluton a été découvert, c'est là que tout a commencé, qu'on a Bah commencé oui, aussi ce qu'on voit là maintenant, quelque part, c'est aussi par rapport à ça. oui, bah oui. C'est Cette vrai, il y avait tout Aleister conscientisation de Pluton. Crowley, Voilà, les rituels magiques, les choses comme ça. le C'est dans les années revival. 30. Hein. Mm. Et Oui, oui, depuis le début du siècle, enfin du siècle 20. Et donc, c'est ça aussi. Et c'est là toute la difficulté entre comment accueillir ce pouvoir, justement, sans se laisser brûler, sans se laisser posséder. mais ce qui est Ou intéressant, c'est que... est-ce que ça Ouais. sera toujours un chemin obligatoire? Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'il y aura toujours cette... on ne peut pas ne pas se brûler, on ne peut pas ne pas se laisser posséder Oui. par cette énergie de Mais Pluton. Par contre, après, le est-ce qu'on jour... revient à la surface? Ou Oui, est-ce puis qu'on le jour de reste? la... Pardon, excuse-moi. Non, non. Non, mais j'ai un décalage avec mon réseau. Le jour de la première conjonction Pluton-Vénus, en plus, il y a Chiron qui redevient direct. Et moi, je trouve que Chiron en bélier, il nous a quand même aussi... Oui, c'est la blessure, mais c'est aussi l'archétype du thérapeute. Donc, c'est cette identité aussi, actuellement, de vouloir aider... Enfin, moi, je trouve que Chiron en bélier, c'est vraiment aussi s'identifier au rôle de celui qui aide, au rôle de celui qui a guéri ses blessures et qui veut transmettre quelque chose. Et ça me faisait penser à ce qu'on disait au off, que tu disais, Thomas, ou je ne sais plus si c'était toi, Sophia, ce code de déontologie qui est sorti aux États-Unis par rapport à la pratique astrologique. Je trouve que ça touche aussi Chiron Bélier. Parce que oui, quelle est notre propre éthique? Parce que Chiron Bélier, c'est un processus, enfin même Chiron, c'est un processus où finalement on est toujours activé par nos blessures, et souvent on attire quand même des gens en séance qui ont des problématiques similaires aux nôtres. Donc, souvent, ou qui viennent nous toucher. On le voit en plus avec les cartes, des fois c'est évident, on dit ah oui, il nous touche là. Donc je trouve qu'il y a aussi c'est intéressant parce que finalement, moi j'ai toujours senti que Chiron, il nous demandait d'être cette humilité, en fait, justement parce qu'il se souvenait qu'il était blessé. Et donc le jour où il y a Pluton, Vénus, qui pourrait être aussi le risque, comme mon avis, de ce pouvoir, je trouve que Chiron, qui redevient direct, il va nous demander aussi de se rappeler, en fait, que je sais pas, une forme, peut-être de se rappeler qu'on est aussi qu'on a aussi ces blessures, ces fêlures, et que, je sais pas. En tout cas, c'est un moment important, cette conjonction Vénus-Pluton, et pas simplement Oui. pour nous, astrologues ou thérapeutes. Hein, vous l'avez compris. C'est vraiment mettre de la lumière peut-être sur nos emprises, quelles qu'elles soient conscientes, inconscientes, affectives, financières. Voilà, et il y a tout ce processus dont tu as Ouais. parlé qui permet de se libérer.
Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ouais. Bon, on va voir. On verra bien. Et donc, on en reparlera certainement de la rétrogradation de Vénus. On fera un petit point d'étape sur l'endroit où l'on est pour le prochain épisode du Capricorne. On va passer, Sophia, peut-être aux aspects suivants, la fin de cette saison du Sagittaire, qui sera rythmée notamment par la lune en Gémeaux. Oui, alors la pleine lune du 19 décembre, qui va donc avoir lieu à 27 degrés du Gémeaux, et qui va donc continuer à nous rappeler que nous sommes toujours dans le territoire des signes mutables, même si on est en train d'arriver vers la fin de la saison du Sagittaire. Et cela implique toujours de se rappeler que ce sont des périodes de changement de saison, mais aussi de changement de perception, surtout dans cet axe Gémeaux-Sagittaire. Cette lune sera donc en aspect avec Neptune, même si c'est un aspect large, et elle sera aussi en aspect avec l'autre planète du Poisson et du Sagittaire, donc Jupiter, par un trigone et un sextile au Soleil et trigone à la Lune. Neptune est devenu direct depuis le 1er décembre, après 5 mois de rétrogradation. Et les rétrogradations de Neptune nous permettent toujours de contacter le monde imaginal et de retrouver peut-être un sens plus profond à la vie. Mais c'est vrai qu'on peut aussi, pendant cette période de rétrogradation, se perdre dans une illusion. Et maintenant que cette planète va devenir directe, il va falloir d'une manière ou d'une autre ramener cet idéal, cette illusion, ce rêve, ce nouveau sens peut-être aussi, dans les contraintes de la vie incarnée. Surtout que c'est une lune en Gémeaux, et c'est vrai que le Gémeaux, on parle beaucoup comme étant ce signe mental. C'est tout à fait vrai, mais le Gémeaux parle aussi de dualité, voire de pluralité. Donc ce n'est pas un signe qui cherche une vérité unique, comme le Sagittaire en face, mais plutôt un signe qui nous permet de grandir en sachant que nous sommes des êtres complexes, pluriels. Et donc ce carré du Gémeaux au Poisson peut en partie résoudre, si nous acceptons, en fait, résoudre toute la problématique qu'il peut y avoir entre le Gémeaux et le Poisson, un signe très mental pour le Gémeaux, très intuitif pour le Poisson. Et je pense que ce carré peut être quelque part résolu aussi si nous acceptons de faire la paix entre l'ombre et la lumière qui vit en nous, sous toutes ses formes d'ailleurs. Et cette pleine lune, puisque c'est une pleine lune, elle parle forcément d'un moment de clarté, encore plus parce que Mercure et Jupiter, qui sont donc les maîtres des luminaires de cette lune, nous avons le Soleil en Sagittaire et puis la Lune en Gémeaux, ils sont dans des aspects fluides à d'autres planètes, et ils sont tous les deux aussi dans des signes gouvernés par Saturne. Mercure est en Capricorne et Jupiter, lui, va être en Verseau. Donc on voit bien que la raison, la responsabilisation prévaut, et que du rêve, de l'illusion ou de l'idéal doit naître un dénouement ou alors un aboutissement plus inclusif, plus complémentaire. Bien sûr, le piège ici serait de rester sur une énergie séparatrice ou peut-être arrogante ou dispersée aussi par rapport à l'énergie du Gémeaux, ou alors au contraire trop optimiste, ce qui fait que rien ne change jamais vraiment, parce que le culte du progrès, sous toutes ses formes et dans plusieurs aspects de notre vie, peut prendre beaucoup de place. Donc cette lune, je pense que c'est une bonne lune pour utiliser les mots en poussant la réflexion plus loin, mais aussi en écoutant son intuition. C'est peut-être le moment pour dire, écrire ce qui est resté longtemps enfoui, ou alors peut-être au contraire, parce que si les mots ont déjà trop été utilisés, c'est peut-être le moment pour plutôt faire silence et pour écouter aussi, s'écouter soi et écouter peut-être les autres aussi. Et je pense que c'est une lune aussi pour questionner et entrer en conversation avec ce qui provoque peut-être en nous cette dualité du Gémeaux, ce qui provoque peut-être aversion ou attirance. Une lune pour voir aussi si nous nous sommes trop dispersés sur un sujet, dans une relation ou qu'importe. Ou alors si au contraire nous
nous avons cette sensation d'être quelque part bloqués. C'est peut-être le moment aussi pour faire le lien entre le mental et l'intuition, pour aider à sortir de ce blocage. Et en fait, ça me fait penser que le Gémeaux, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce signe qui parle beaucoup du mental, mais on oublie aussi que les épaules, les bras, les mains sont liés à l'archétype du Gémeaux. Et donc, peut-être que c'est un moment pour utiliser ses mains, pour reposer le mental, ou alors pour laisser l'esprit s'évader et aller justement faire le lien entre le mental et l'intuition pour aider à sortir de ce blocage. Parce que je crois que la création manuelle peut relier ces deux mondes du Gémeaux. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup aidée moi-même, puisque j'ai une lune en Gémeaux. Et c'est vrai que relier le manuel et le mental aide à traverser l'anxiété de la lune en Gémeaux qu'elle peut parfois provoquer. Et voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas beaucoup, et je le vois souvent en consultation, c'est que parfois on voit beaucoup de Gémeaux dans un thème et on pense tout de suite que c'est oui, quelqu'un qui est dans le mental, dans la communication, dans quelque chose comme ça. Et souvent, parfois, ce sont des personnes qui sont beaucoup dans le manuel, et que le mental ou la communication, elles peuvent même être mal à l'aise, et tout passe plutôt par les mains, par le manuel. Oui. Bah, quelque part, le régent ésotérique du Gémeaux, c'est Vénus. Donc, il y a quelque chose aussi dans donner forme. Voilà, c'est ça. Et ça permet, c'est ça qui est intéressant, parce que ce n'est pas qu'on va être en train d'occuper ses mains et oublier le mental, mais ça permet de ne pas être dans une focalisation trop forte qui, voilà, ça permet vraiment de faire de la place. Et les mains, c'est ce qui relie aussi au cœur. Et donc, justement, ça permet aussi aux Gémeaux, qui peut être beaucoup dans sa tête, de descendre dans l'espace du cœur, et c'est l'espace de l'écoute de son intuition. Accueillir cette intuition, ce Jupiter en exil qui est pour moi de l'intuition à l'intérieur du Gémeaux. Merci Sophia. Alors le thème du jour, c'est retrouver le sens. Faut-il alors que l'on l'ait perdu, ce sens? Alors le terme sens, il est polysémique, parce que ça peut être à la fois la substance, ça peut être l'idée de retrouver du sens, mais c'est aussi la direction, c'est retrouver la direction. Et je crois que le Sagittaire, puisque c'est l'archétype qu'on met en mouvement aujourd'hui, il a les deux. C'est lui qui à la fois donne du sens à travers des systèmes de croyances, des idéologies, des religions, et celui qui va chercher aussi à donner la direction, dans le sens de diriger. Et s'il est symbolisé, ce Sagittaire, souvenez-vous, par le centaure, hein, qui tire cette flèche, comme tu nous as dit très justement, Sophia, et il la tire à 120 degrés, donc un peu vers le ciel. Et donc il donne vraiment ce cap. Et peut-être que après tout le XXe siècle et ce début de 21e siècle, on est un peu orphelin du sens, parce que peut-être que l'on a vu s'effondrer des idéologies politiques, on a vu s'effondrer une foi en certaines religions, et donc finalement, qu'est-ce qui nous reste et qui prend en charge, qu'est-ce qui prend en charge aujourd'hui la question du sens, qui avant finalement dans les sociétés traditionnelles était réglée, c'est-à-dire que le sens était donné par la communauté, et l'individu épousait finalement le sens que la communauté lui donnait. Et dans cette période de triomphe de l'individu, de cette ère du Verseau, naissance peut-être naissante d'individuation, comment est-ce qu'on peut réceptionner ce sens davantage à l'intérieur et non plus par quelque chose qui serait extérieur et collectif, partagé? Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, parce que je regardais l'étymologie, moi j'aime bien regarder sur l'étymologie du mot sens, ça vient de sentir. Donc il y a quelque chose aussi sens qui a donné sensible. Et finalement, bon, je sais qu'on parle du Sagittaire, mais finalement non. Sagittaire, Gémeaux, mais on pense souvent au sens intellectuel, tu sais, au sens
rationnel des choses. Mais est-ce que des fois, ce qui nous donne pas du sens aux choses, c'est aussi se sentir. Enfin, je trouve que aussi, c'est le Sagittaire a aussi ça. Je trouve que c'est on apprend par l'expérience, par la connaissance, hein, comme on dit, c'est connaître avec quelque chose. Et donc on est peut-être qu'on est privé, oui, en effet, de grands sens. Alors, ça dépend encore des sociétés. Je vois ici aussi au Guatemala, vu l'influence des évangélistes, je trouve que c'est encore assez remis en question. Enfin, on voit que même dans les sociétés plus traditionnelles ou d'autres pays, il y a encore quand même des grands courants religieux qui sont quand même très très forts et qui en plus sont en recrudescence et qui permettent de répondre à beaucoup de questions. Mais est-ce que justement, ceux où on n'a pas ces grands sens philosophiques, où on a tellement accès à des choses, il n'y a pas aussi le sens plus sensible qui se révèle par l'expérience, qui se révèle par le cheminement intérieur, qui se révèle par nos rêves, par les symboles, par quelque chose de, je sais pas, de moins intellectuel, de moins... Et c'est un sens qu'on ne peut plus nous enlever, en fait, quelque part. Je sais pas, c'est ce qui me... Oui, ça me fait penser que j'avais écrit il y a longtemps, peut-être 3 ans, un article qui s'appelait, je ne me rappelle plus très bien, mais c'était quelque chose entre la différence entre le sens et la réponse. Parce que je trouve que parfois, on confond trouver un sens et trouver une réponse. Et c'est très bien par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'étymologie, c'est quelque chose que l'on ressent, c'est pas quelque chose que l'on va chercher avec le mental. Et souvent, on voit beaucoup surtout maintenant avec tout ce qui se passe dans le monde du développement personnel et tout ça, il y a cette idée de chercher le sens, de trouver le sens. Mais en fait, quand on parle véritablement avec les personnes, elles veulent une réponse en fait. Une réponse souvent très claire, nette, précise, qui passe une réponse mentale. Et donc peut-être, oui, quelque chose de cet ordre-là, c'est peut-être déjà aller à la racine du mot et se demander ce que c'est pour soi le sens en fait. Et est-ce qu'on peut demander à un sens, au sens qui nous donne une réponse? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc peut-être qu'il y a, oui, là, quelque chose de... Ouais. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, puisque réponse, oui, c'est responsabilité, ça vient de réponse. C'est répondre d'eux, hein, être responsable. Mais sentir, on est peut-être dans un autre niveau. Et c'est vrai, hein, c'est quelque chose, je trouve aussi, je ne sais pas vous, dans les pratiques où il y a quel est le sens de ma vie, quelle est ma mission de vie. Voilà. Et moi, je me dis souvent, en fait, on n'en sait rien. Enfin, si, même, on peut le savoir, mais vouloir des réponses précises ou comment ça va se passer, ou comment ça va se matérialiser. Et je crois que c'est, je ne sais plus qui avait dit ça, mais que finalement, le but, c'était pas de chercher le sens, que de se laisser traverser par le sens de la vie. Et qu'à vouloir chercher le sens de nos vies, en fait, c'est un peu comme on est un peu sur nous, quoi. Oui, c'est pour ça. Et on se coupe d'être... comment il s'appelle ce poème là, Antonio Machado, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Comme... No hay camino, ça c'est camino. C'est un peu ça en fait. Si l'on pose cette question-là de sens, de retrouver le sens, c'est aussi que astrologiquement, comme on l'a dit, mais on l'a dit peut-être un petit peu rapidement et on peut peut-être revenir un petit peu sur ça, Jupiter est au carré des nœuds lunaires qui viennent de passer quand même 18 mois dans cet axe Sagittaire-Gémeaux. Et donc, c'est aussi le moment peut-être pour nous de pouvoir faire un bilan de cette période-là. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a conscientisé de 18 mois de Sud en Sagittaire? Et maintenant que Jupiter est en carré au nœud, il nous pose peut-être cette question-là. Enfin, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es de ton rapport au sens? Parce que qu'est-ce qui manque aussi? Qu'est-ce qui a manqué dans cette réflexion en fait? Et puis c'est intéressant parce que Jupiter, il est en Verseau. Alors, il reste en Verseau même, et il sera en carré au Sagittaire Gémeaux. Mais finalement, le Sagittaire Gémeaux, on est beaucoup... moi, c'était ça, mais Jupiter en Verseau, il nous proposerait d'aller rompre le sens, tu vois, d'aller à ce qu'on a appris en Gémeaux, en ce qu'on nous dit en Sagittaire, qui est la vérité. Jupiter, ce qu'il essaye peut-être en Verseau de trouver, c'est de se libérer, comme tu le disais aussi Thomas, de certaines chaînes, de certaines
de certains concepts pour trouver quelque chose qui est plus en harmonie avec la vision qu'il a actuellement ou de comment il envisage ce qui vient. Peut-être que pour créer du nouveau… En verso il reste en verso pas longtemps, hein. Je crois qu'il passe en poisson en février. Ouais. Non, mais il est resté déjà combien de temps? Il est rentré en poisson en juillet. Il a fait une incursion en poisson le 13 mai 2021 et il est retourné en verso le 21 ou je sais plus quoi, juillet 2021. Oui, c'est ça, de juillet à décembre en fait. Ouais. Donc c'est ça aussi, c'est quelque part… quelle a été l'expérience, si on revient au Sagittaire, l'expérience de Jupiter en Verseau? Oui, et alors ça fait quand même… Alors donc, il était en Verseau depuis la fin depuis décembre oui, 2020 en fait. Avant, oui. Voilà, Ouais. donc il a passé quand même 1 an dans le signe Oui. Verseau. Et puis on peut aller même plus loin. Il a passé 2 ans dans des signes saturniens. C'est-à-dire qu'il était en Capricorne. Ensuite, il était en Verseau. Et donc, quand Jupiter est dans des signes dont le maître est Saturne, eh bien, voilà, qu'est-ce qui ressort de ça? Alors, matériellement, c'est les 2 ans qu'on a passés en pleine pandémie, où les libertés étaient restreintes. Décembre 2019, décembre 2021, c'est à peu près les dates de la pandémie. Donc, c'est le temps aussi, comment dire, des confinements et de tout ce qui a été mis en mouvement peut-être à l'intérieur de soi au moment de ces confinements. C'est des espaces particuliers où le sens a été questionné, où le vide a été constaté parfois dans une vie trop remplie, mais trop abondante, et où peut-être certains choix de vie ont été faits. Donc, peut-être que là où vous pouvez aller voir, c'est ce qui s'est passé pour vous pendant ces moments particuliers de confinement, pour être un peu plus concret, et comment est-ce que cela a transformé votre rapport au sens et à l'expérience? Oui, quel est le nouveau sens que ça a pu dégager aussi de cette expérience-là. Oui. Et puis, très bientôt, Jupiter va entrer dans le signe du Poisson. Alors, on en a parlé dans l'épisode sur l'année 2022, qui va sortir très prochainement sur YouTube, et dont on parle, on parle en long, en large de cette traversée de Jupiter dans le signe du Poisson. Et donc, c'est peut-être le moment pour faire un bilan de ces 2 années et de voir comment est-ce que cette entrée de Jupiter en Poisson va peut-être être un moment pour nous d'accueillir un sens nouveau, dans un moment de dissolution des vieux systèmes de croyances, pour éviter d'être dans le Jupiter fuite, c'est-à-dire fuir la dissolution en entretenant une illusion, une addiction, en entretenant des paradis artificiels qui finalement sont comme des antidotes à l'interrogation sur le sens, sur le vide, sur l'absence, qui vont peut-être nous traverser. Oui, exact. On passe à un coup de cœur. Oui. Qui veut commencer? Allez. Vas-y, Sophia. The Tree of Life d'un Sagittarien, Terrence Malick, que j'adore, et qui est un Sagittaire avec 4 ou 5 planètes en Sagittaire. Donc, moi, ça fait partie du top 3 de mes films préférés, mais je comprends qu'il y ait des personnes qui ont eu du mal à rester, je crois, 2 heures ou 3 heures à regarder des images de Cosmos, mais c'est de l'extase, ce film. Voilà, moi j'adore. Merci. Moi, c'est un film aussi. J'ai envie de partager un film que j'ai vu récemment, qui est encore au cinéma. Donc, c'est l'occasion aussi de
voilà, d'aller au cinéma, c'est Illusion perdue, le film de Oui, Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin. mais qui est basé, Et il est qui, basé sur le roman de Balzac, Illusion perdue. oui, exactement, c'est une adaptation de ce roman. Je trouve qu'il est formidable pour l'axe Sagittaire Gémeaux parce qu'il parle, comme dans le roman de Balzac, de l'ascension d'un jeune provincial qui monte à Paris pour réussir. Alors, il est passionné par la poésie, par l'écriture, et il va en quelque sorte être perverti par la société parisienne et par son besoin aussi de subvenir à ses besoins. Il va être confronté notamment à la presse et tout le système de la presse avec tout ce que ça peut avoir de pervers. Et c'est aussi l'occasion pour le réalisateur de faire une critique de l'état de notre presse. Voilà, parce que Jupiter, ça représente aussi les médias. Et donc, dans cette saison du Sagittaire, voilà, on aura peut-être encore des éclats médiatiques. En tout cas, c'était un film magnifique, c'est une fresque historique, ça parle tellement de notre monde d'aujourd'hui. Le film se termine par une citation de Balzac que je trouve magnifique et que j'ai envie de vous dire, en espérant que ce ne soit pas une maxime pour mon mois du Sagittaire à moi, mais bon. Cette phrase, elle dit « Je pense à ceux qui trouveront en eux quelque chose après le désenchantement ». Et je trouve que cette phrase, elle est magnifique et elle est très adaptée à cette période que l'on traverse. Voilà. Je pense à ceux qui trouveront en eux quelque chose après le désenchantement. Voilà pour mon coup de cœur. Et ben, moi, c'est un livre, mais qui en fait est un tarot. C'est le tarot mythique de Lise Green et de Juliette Sharman-Burk. Alors, Lise Green qui a une lune en Sagittaire. Et en fait, je crois que j'ai reçu, c'était un des premiers que j'avais acheté en lien avec l'astrologie. Et ce que j'aime, c'est que c'est un tarot en fait qui est en lien avec les mythes. Et c'est quand même créé par une astrologue. Et donc voilà. Donc en fait, comme je l'avais, je l'utilisais plus et je suis en train de le réutiliser. Et voilà. Donc c'était. Non, j'ai dit. Vous tirez une petite carte pour terminer cet épisode. On va tirer une petite carte. Ok. J'ai tiré le 8. Allez. Pour la saison du Sagittaire. Alors, attends, je vais me la mettre pour nos auditeurs en direct. Attends, non, Madame Irma. Le hiérophante. Donc un centaure. Bah tiens. Ah, mais c'est super bien, mais c'est dingue. Bon, la 5. On est assez. Ouais, la 5, donc le hiérophante, donc la carte, je vais juste lire le début peut-être. La carte de l'hiérophante montre une étrange figure de centaure avec le torse, le bras et la tête d'un homme, tandis que le reste de son corps ressemble à un cheval. Bon, c'est assez de la description. Dans sa main gauche, il tient un rouleau où est écrite la sagesse. Sa main droite est levée en un signe de bénédiction. Il apparaît au milieu d'une arcade de pierre situant l'entrée d'une grotte qui est à la fois sa demeure et son temple. Des rayons de lumière tombent d'une ouverture pratiquée dans le plafond de la grotte, illuminant sa tête couronnée. Et peut-être sur le plan divinatoire, c'est Chiron. Et ça annonce que le consultant recherche activement des réponses philosophiques aux questions qu'il se pose. Il se jette alors dans l'étude de systèmes de pensée ou d'enseignements religieux qui touchent à la signification de l'existence. Le hiérophante peut apparaître dans le vécu sous la forme d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un directeur de conscience, d'un maître spirituel ou d'un philosophe à qui on demandera conseil. Notre fou émergeant à peine du monde souterrain des pouvoirs cachés de l'inconscient et s'interrogeant sur sa propre énigme, se trouve face à face avec le centaure. Il apprend alors de celui-ci comment formuler et exprimer sa propre philosophie, sa vision personnelle de l'esprit. Cette nouvelle sagesse lui fait quitter définitivement l'enfance et l'encourage à poursuivre son aventure où l'attendent toutes les épreuves de la vie adulte. Bon, je crois que c'était assez... comment on dit ? Parfait. Eh bien, voilà. Et il y a les arcs, et il y a les arcs. C'est pas seulement que les arcades majeures en plus. J'avais toutes les cartes. Donc on a tiré vraiment la carte qu'il fallait. Voilà. Si vous nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre notre Tipeee. Je vous rappelle, Tipeee, c'est notre plateforme. Vous parrainez notre initiative, vous nous soutenez financièrement. Et en échange, vous recevez des publications exclusives. Et par exemple, nos abonnés Tipeee, que je remercie vraiment très chaleureusement et qui nous ont soutenus toute cette année 2021, ont pu visionner en exclusivité pendant un mois l'épisode sur l'année 2022.
Voilà, donc ce sont des contreparties que nous offrons à nos abonnés pour quelques euros symboliques tous les mois. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, voilà, vous retrouverez aussi toutes nos informations sur nos sites internet personnels et ce que nous proposons en termes de consultation et de formation. Je ne sais pas si vous avez quelque chose en particulier, Sophia et Caroline, que vous aimeriez partager. Non. Non. Rien de spécial pour cette fin d'année. Bon. On est sur nos sites, sur Voilà. les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, voilà. Nos sites internet. Eh bien, à bientôt les amis. À Au bientôt. revoir.